Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons notre émission avec cette photo. Nous sommes dans le métro en Chine, c'est le matin, un jour de semaine. Et comme dans la plupart des métros du monde, les passagers sont tous sur leur téléphone portable. Ils sont peut-être déjà en train de répondre à des mails professionnels avant d'arriver sur leur lieu de travail pour gagner du temps. Nous avons voulu consacrer une émission à l'évolution de notre rapport au temps. Dans nos sociétés, les gens semblent toujours plus pressés, en retard, ce qui est assez paradoxal, puisque les progrès technologiques nous font, en théorie, gagner du temps. Le problème étant sans doute que puisqu'on peut produire plus rapidement, on produit davantage. Cette vitesse, elle affecte l'ensemble de notre vie, c'est un phénomène global dans tous les secteurs et sur tous les continents. Alors nous avons voulu comprendre comment nous en étions arrivés là, car après tout, il n'y a pas si longtemps, les horloges n'existaient même pas, et pour connaître l'heure, on regardait vers le ciel. Tant que l'homme vivait de l'agriculture, la vie sociale s'organisait autour des cycles naturels, celui du jour et de la nuit, dont les durées varient en fonction des saisons. La journée débutait alors au premier rayon de soleil, et midi était l'heure où il était le plus haut dans le ciel. L'heure solaire locale dépend entièrement de la course du soleil. Elle est la même tout le long d'un méridien, alors qu'au même moment plus à l'ouest, c'est encore le matin, et plus à l'est, c'est déjà l'après-midi. L'invention des premières horloges au Moyen Âge va imposer un rythme plus artificiel à la vie sociale, en l'occurrence le rythme des prières, sonnées par les clochers à heure fixe. Les échanges entre les peuples et le développement économique vont ensuite progressivement accentuer ce décalage entre les cycles naturels et le temps social, cadencé par des horloges de plus en plus précises. C'est d'abord dans la marine que s'est avéré l'intérêt d'une mesure exacte du temps. Si les marins, au milieu des océans, parvenaient à se situer assez précisément sur l'axe nord-sud, la latitude, grâce à l'observation des astres, la position est-ouest, la longitude, avait toujours été beaucoup plus approximative, occasionnant de nombreux naufrages. Mais à partir du XVIIIe siècle, les navires embarquaient à leur bord une horloge réglée précisément sur l'heure solaire du méridien de Greenwich, l'heure GMT pour Greenwich Mean Time. Le midi de l'horloge correspondait au passage du soleil au-dessus de l'observatoire londonien. Une fois qu'ils étaient en pleine mer, pour déduire leur position, les marins comparaient l'heure locale, indiquée par le soleil, par exemple midi, avec l'heure de Greenwich, indiquée par leur pendule. C'est donc le décalage horaire qui leur permettait de déterminer à quelle longitude ils se trouvaient par rapport à Greenwich. Le développement des communications et l'accélération des moyens de transport, particulièrement du train, ont ensuite conduit à standardiser les heures qui étaient encore très disparates au sein même d'un État. Par exemple en France, jusqu'à la fin du XIXe siècle, quand il était midi à Paris, il était officiellement 11h42 à Brest et 12h19 à Nice, ce qui complexifiait, on s'en doute, les grilles d'horaire. Le 14 mars 1891, l'heure du méridien de Paris s'impose uniformément sur tout le territoire métropolitain. À ce moment-là, l'heure officielle de la France est en décalage de 9 minutes et 21 secondes par rapport à celle de Greenwich. En Allemagne, l'heure est unifiée en 1893 et se cale directement sur l'horaire référence de Greenwich plus une heure. Et ce n'est qu'en 1911 que l'heure française se calera sur l'heure londonienne. Le système international des 24 fuseaux horaires, adopté au début du XXe siècle, prendra d'ailleurs pour référence l'heure de Greenwich. Son objectif est de simplifier la synchronisation entre les pays. Le dessin des fuseaux est néanmoins aménagé pour tenir compte des frontières politiques et dépend du choix des États. La Chine, par exemple, bien que traversée par 5 fuseaux horaires à une heure unifiée pour l'ensemble de son territoire, fixée sur le fuseau horaire de Pékin, soulignant la centralisation extrême du pouvoir. Dans les territoires de l'Ouest, où vivent les minorités tibétaines et ouïghours, les journées sont donc déterminées par le temps administratif de Pékin et très décalées par rapport à l'heure solaire. En Russie, en revanche, alors que le pays est traversé par 12 fuseaux horaires,
Il existe officiellement un décalage de 10 heures entre la partie ouest et la partie est du territoire. On le voit depuis l'invention de l'horloge, imposer son heure est un symbole de pouvoir. Ainsi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, toute l'Europe occupée passe à l'heure allemande, et même l'Espagne, pourtant située beaucoup plus à l'ouest, sur le méridien de Greenwich. Cette décision, prise par Franco en 1942, n'a jamais été abandonnée, et depuis, l'Espagne est l'un des pays les plus décalés par rapport à l'heure solaire. En été, l'heure officielle a 2 heures d'avance sur le soleil, ce qui expliquerait les habitudes nocturnes du pays. Pour certains, ce décalage nuirait à l'économie et à la santé des Espagnols, qui ne dormiraient pas assez. On l'aura compris, le passage d'un rythme naturel dépendant du soleil à un rythme artificiel cadencé par les horloges a facilité la synchronisation entre les pays et accompagné la mondialisation des échanges économiques. Mais aujourd'hui, c'est surtout le sentiment d'accélération qui prévaut. Accélération des mouvements des individus, des flux de marchandises et de l'information. En fait, désormais, la question n'est plus quelle heure est-il, mais en combien de temps. Les cartes dites isochrones illustrent ce nouveau rapport au territoire où le temps d'accès prévaut sur les distances réelles. Vous voyez ici une carte de la France où l'éloignement des villes de province par rapport à Paris représente le temps de trajet par le train. On ne dit plus aujourd'hui que Marseille est à environ 700 km de Paris, mais qu'elle est à 3 heures en TGV. Il y a un siècle encore, il fallait 12 heures pour se rendre de Paris à Marseille, et avant l'invention de la machine à vapeur, traverser la France en calèche demandait environ 15 jours, soit 360 heures. La mobilité, c'est-à-dire la capacité à atteindre un lieu en un minimum de temps, devient en effet une préoccupation majeure. Des sites comme Travel Time Platform indiquent les zones accessibles depuis le point où l'on se trouve en un temps donné. Vous voyez par exemple ici les lieux qu'on peut atteindre depuis le cœur de Londres en moins d'1 heure, à pied, à vélo, en voiture ou en transport en commun. À présent, regardons cette carte où les zones les plus sombres sont celles où le temps d'accès à une grande ville dépasse une journée de voyage. La grande majorité de la population mondiale vit dans les zones claires. Aujourd'hui, plus de 80% des individus vivent même à moins d'1 heure d'une grande ville où se concentrent emploi, services et commerce. Cette carte, élaborée pour la Banque mondiale et pour la Commission européenne, met l'accent sur le lien entre le temps d'accès aux centres urbains et le développement économique des pays. Cette corrélation entre accélération et croissance économique est bien sûr encore plus éloquente dans la circulation des marchandises. Les flux de porte-containers que vous voyez ici reflètent le rythme de l'économie mondiale. En un an, il circule aujourd'hui plus de 10 000 millions de tonnes de marchandises par voie maritime, soit 15 fois plus qu'en 1980. Dans un même laps de temps, on produit, on diffuse et on consomme toujours plus. En 1980, pour fabriquer une tonne d'acier, il fallait en moyenne 10 heures de travail, alors qu'aujourd'hui, il en faut moins de 2. Alors voyons maintenant en quoi l'accélération des flux d'informations est également devenue un enjeu économique. Les 1,3 million de kilomètres de câbles qui transportent physiquement les données numériques d'Internet sous les mers permettent des échanges d'informations très rapides entre la plupart des lieux du globe. Mais le milieu financier, à l'origine de ces connexions câblées, continue d'innover pour gagner en vitesse. Depuis que les décisions d'achat et de vente sont prises directement par des algorithmes informatiques, une course à la nanoseconde a été déclenchée pour accéder aux informations avant les concurrents. Une nouvelle fibre optique reliant le marché financier de Chicago au centre de données du Nasdaq, l'indice boursier américain, a été mise en service en 2010. Déployée dans le plus grand secret, pour un coût évalué à 300 millions de dollars, son tracé beaucoup plus rectiligne que la fibre optique des opérateurs classiques a permis de réduire la longueur du câble de 280 km, ce qui ramène le temps de parcours des informations de 14,5 millisecondes aller-retour à 13 millisecondes. Cette différence suffit aux entreprises qui l'utilisent pour avoir un avantage décisif sur leurs concurrents. 2 ans plus tard, en 2012, 2 autres opérateurs ont d'ailleurs mis en service des connexions
par micro-ondes, cette fois-ci, encore plus direct, abaissant le temps de parcours à 9 millisecondes pour la première et à 8,5 millisecondes pour la deuxième. Cette course à la vitesse a également incité les sociétés boursières à s'installer le long des chemins de l'information. Des sociétés telles que Goldman Sachs, Jetco ou Morgan Stanley louent plusieurs dizaines de milliers de dollars par mètre carré et par mois des locaux situés au sein même des centres de données boursières pour devancer leurs concurrents de quelques nanosecondes. Et voilà pour cette évolution de notre rapport au temps qui nous a conduit à passer du temps solaire aux nanosecondes et à tout accélérer, à tel point qu'aujourd'hui, certains ne rêvent plus que de ralentir. C'est la nouvelle tendance du slow life ou l'éloge de la lenteur. Beaucoup de magazines nous poussent désormais à nous déconnecter de nos écrans pour stopper la spirale infernale, prendre le train et pas forcément le TGV plutôt que l'avion pour profiter des paysages, cuisiner maison plutôt que d'enfourner vite fait un plat surgelé dans le micro-ondes. Bref, prendre le temps de vivre à contretemps. Et sur cette nouvelle dictature de l'urgence, le livre incontournable du sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa, Aliénation et accélération. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos experts. À bientôt.